Dans une intervention du 20 mars 2020, Giorgio Agamben se pose la question: a che punto siamo? Nous sommes où? Où est-ce que nous en sommes? Que signifie vivre dans la situation pandémique où nous nous trouvons? Et a che punto siamo? À quel point nous sommes? Plus littéralement, on pourrait aussi le traduire par à quel moment nous sommes. Et peut-être une variation de la question: que se passe-t-il, que s'est-il passé? Nous sommes encore dedans, donc il est difficile, pour ne pas dire qu'il est peut-être impossible, de regarder en arrière si nous sommes encore à l'intérieur de la situation. À la fin de cette intervention, nous sommes où? À quel point nous sommes-nous? Agamben dit que la vraie question ne serait pas d'où venons-nous, ne serait pas non plus vers où allons-nous, mais a che punto siamo? À quel point aussi, en italien comme en français, ça peut vouloir dire quelque chose comme une exagération. À quel point peut-on arriver? Donc c'est un point en quelque sorte dans l'espace, mais aussi un moment d'intensité de quelque chose. Est-ce que cette crise est déjà un moment d'en avant et d'en après, par exemple? Où sommes-nous donc? Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Comment le décrire? Comment en parler? La vraie question donc est celle d'essayer de dire comment vivre. À cette question, où sommes-nous et comment vivre devant une crise, face à une crise à l'intérieur d'une crise, en le regardant peut-être pas encore depuis sa fin? La réponse, elle n'est pas seulement, disons, verbale. Il faut y répondre, dit Agamben en quelque sorte, avec notre vie, et pas seulement avec des mots. Donc, répondre à la question a che punto siamo, nous en sommes où de la pandémie, comment vivre à une période de crise morale, crise politique. À cette question, on n'a pas à répondre seulement verbalement. Du coup, cela pose la question, cela nous mène à penser à qu'est-ce que répondre avec notre vie. Comment répondre avec notre vie à ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, où nous sommes encore à l'intérieur. Une des manières de répondre, cette fois-ci avec des mots, c'est par des textes d'intervention, comme Giorgio Agamben nous le fait. Mais ce que pourrait nous surprendre, c'est que parmi ces textes, il y en a deux qui ne sont pas de la prose, ce sont des compositions poétiques. Donc une manière possible de répondre à une situation de crise, c'est peut-être le faire poétique, la composition poétique. Donc en quelque sorte, l'art comme une réponse possible. Lequel l'art, pour la poésie, pour celui qui l'a fait, est une action, est une forme de vie. Mais pour le lecteur, non. Donc le rapport n'est pas le même
celui qui fait, celui que contemple ce qui a été fait. Même si pendant le faire, la composition, la fabrication d'un poème ou de quelque autre, n'importe quel autre objet, en l'occurrence un objet langagier, un étrange objet, mais non, même si pendant la composition, la fabrication, il peut y avoir un moment contemplatif à l'intérieur. En tout cas, on pourrait essayer de lire, d'analyser cette composition littéraire qu'Agamben a faite. Le titre, il l'a donné en titre, Méfie-toi Italie, de l'Italie elle-même. Donc, pour répondre à la question, nous en sommes où sommes-nous, que se passe-t-il, comment vivre, pour y répondre, pour essayer de voir peut-être comment Agamben a essayé de répondre, une possibilité, c'est celle de voir aussi son poème. Ses poèmes, il en a deux, mais cette fois-ci, celui intitulé Méfie-toi Italie, de l'Italie elle-même. Donc, on pourra le lire et essayer de l'analyser, voir qu'est-ce que cela donne en français. Donc, d'abord une lecture, puis essayons de le mettre en rapport avec ce qu'Agamben a dit à d'autres moments. Donc, Méfie-toi Italie, de l'Italie elle-même. Méfie-toi Italie, de ta propre Italie. Méfie-toi de la croix sans le Christ. Méfie-toi du marteau sans la faucille. Méfie-toi du voisin sans visage. Méfie-toi du bourreau avec le masque. Méfie-toi de qui brûle ton cadavre. Méfie-toi de la quarantaine sans la peste et de la peste sans la quarantaine. Méfie-toi de qui te sépare de tes jours. Méfie-toi du crâne sans les tibias. Méfie-toi des tibias sans le crâne. Méfie-toi de qui compte tes morts. Méfie-toi, Italie, de tes nouveaux puissants. Méfie-toi de qui respecte l'obéissance. Méfie-toi, Italie, de l'Italie elle-même. Voici le poème. Guardati Italia. On pourrait aussi traduire, comme vous pouvez l'entendre, guardar, si, se garder au sens se mettre en garde, faire attention, donc s'abstenir de quelque chose, s'inquiéter de quelque chose. Donc on pourrait aussi traduire par fais attention Italie, prends garde, comme on dit, prends garde à toi. Donc le verbe méfier, la racine à voir avec la confiance, le crédit, la foi, tandis que l'idée de se garder de peut avoir une connotation plutôt de se protéger. Donc c'est une traduction possible, méfie-toi Italie, mais on pourrait aussi traduire par fais attention ou prends garde. Ce poème a été élaboré, a été composé à partir d'un poème de César Vallejo, le poète péruvien. Il a été écrit et il est daté de quelques jours avant l'intervention du 20 mars 2020 intitulée A che punto siamo, où il parle de la vraie question qui n'est pas celle, disons, d'où venons-nous, où allons-nous, mais celle de où sommes-nous, où est-ce que nous en sommes. Donc le poème date du 16 mars 2021, je crois, peut-être non pas quelques jours avant, mais après.
L'année est une autre. Donc, on pourrait lire ce poème comme un essai de concentration, de saturation, condensation, d'intensification des coordonnées d'une espèce de cartographie qui nous donne quelques éléments pour répondre à la question où sommes-nous, où est-ce que nous en sommes par rapport à comment vivre en temps de pandémie, comment décrire ce qui se passe et tout le problème de la possibilité, de l'impossibilité d'une description qui soit, disons, objectif dans la mesure où cela pourrait présupposer que l'on présuppose une espèce de neutralité axiologique. Mais une description est déjà en quelque sorte chargée d'une sentimentalité et de jugement de valeur. Donc la description, aussi objective qu'elle puisse vouloir être, va déjà toujours avec, déjà accompagnée par des jugements de valeur, par des valorisations. Du coup, en quelque sorte, la poésie peut-être permet de faire des nœuds entre une réponse qui décrit ce qui se passe et en même temps une charge émotive et cognitive du faire poétique. Peut-être. Nous restons, disons, avec la question, nous pouvons essayer d'y répondre, non seulement à quel point nous sommes, où sommes-nous, où est-ce que nous en sommes, mais aussi qu'est-ce que mène un poète à écrire, qu'est-ce que mène un penseur, un philosophe à écrire des vers. On pourrait reculer des siècles et des siècles et aller à la rencontre de ceux qu'on a appelés les présocratiques, où le discours, disons, la parole poétique, la parole philosophique, la parole politique et religieuse ne sont pas séparés. On n'arrive pas complètement à classer, à ranger dans un certain département, dans une caisse, à la parole, disons, du poème de la nature ou des fragments qui nous sont parvenus d'Héraclite ou de Parménide, les écrits d'Empédocle par exemple. Donc ce sont des paroles qui en quelque sorte sont déjà philosophiques, sont encore mythiques, sont encore religieuses, mais déjà expression d'un effort de connaissance, sont des poèmes, mais en même temps ont des implications politiques. Donc peut-être que la division prose, poème, philosophie, poésie n'est pas toujours possible de dessiner, d'établir. Peut-être qu'on n'arrive pas à une démarcation pure de la part de la poésie, de la part de la philosophie, dans tout discours, dans toute parole. En tout cas, pourquoi écrire de la poésie quand on a fait, disons, de la prose philosophique, quand on a fait de la littérature philosophique pendant toute une vie. Dans ce cas particulier, seulement Agamben pourra répondre, mais nous pouvons nous poser la question et essayer d'y répondre.
peut-être que cela vaut la peine de mettre en parallèle le poème qui a, disons, inspiré, influencé, je ne sais pas comment le dire exactement, le poème, mettre en parallèle le poème de César Vallejo, à partir duquel le poème d'Agamben a été écrit. Dans le cas du poème de Vallejo, en interpellant l'Espagne, non pas l'Italie, même si Vallejo était péruvien, il était en Espagne, il a été en Espagne pendant la guerre civile. Du coup, il y a des vers que sont des transpositions, des traductions, en quelque sorte, de l'espagnol vers l'italien. Donc, essayons on peut le lire pour garder un peu à l'oreille les répétitions et les différences entre le poème de Vallejo et le poème d'Agamben. Donc, il est peut-être déjà significatif qu'Agamben ait choisi cette inspiration, ou ce point de référence, je ne sais pas comment l'appeler, d'un poète qui écrit, disons, à propos, si tant est que l'art poétique a un thème, à propos de la guerre en Espagne, les conflits en Espagne. Donc, le Méfie-toi Italie, Guardati Italia, en espagnol, la racine est en autre, cuídate, cuídate, cuidarse, cuidado, soin, prendre soin, mais aussi au sens prends garde à toi. Donc, cuídate à cette racine de faire attention, de se préoccuper avec quelque chose, de se garder de quelque chose. Donc on pourrait le traduire par prendre soin aussi, mais ici c'est prendre soin de quelque chose que peut aussi nous faire du mal, non pas seulement prendre soin parce que cela est fragilisé, disons, cela aussi. Mais, donc il y a toute une polysémie entre les possibilités ou les impossibilités, les incommensurabilités entre se méfier, prendre soin et se garder. Mais en tout cas, pour regarder une certaine unité sonore, on pourra traduire cuídate aussi pour méfie-toi. Même s'il y a d'autres traductions possibles, évidemment. Méfie-toi, Espagne, de ta propre Espagne. Méfie-toi de la faucille sans le marteau. Méfie-toi du marteau sans la faucille. Méfie-toi de la victime malgré elle, du bourreau malgré lui, et de l'indifférent malgré lui. Méfie-toi de celui qu'avant que le coq n'ait pas chanté, t'aura nié 3 fois, et de celui qui te niera plus tard 3 fois. Méfie-toi des crânes sans les tibias, et des tibias sans les crânes. Méfie-toi des nouveaux puissants. Méfie-toi de qui mange tes cadavres, de celui qui dévore, mort, tes vivants. Méfie-toi de celui qui est loyal à 100%. Méfie-toi du ciel en deçà de l'air, et méfie-toi de l'air au-delà du ciel. Méfie-toi de ceux qui t'aiment, méfie-toi de tes héros, méfie-toi de tes morts, méfie-toi de la République, méfie-toi de l'avenir. Une marque graphique et d'accentuation de tonalité qui fait une différence entre le poème de César Vallejo et le poème de Giorgio Agamben est le point d'exclamation. Plusieurs, presque tous les vers de Vallejo ont des points d'exclamation. Donc la tonalité est plus exclamative, pour ne pas dire criarde.
Tandis que Agamben ne met pas de point d'exclamation. Le ton, la tonalité est peut-être plus sobre. Peut-être parce qu'un est poète et l'autre est philosophe. On pourrait se poser la question. L'image, une des images de Vallejo est encore plus brutale que celle utilisée par Agamben. Faire attention, se méfier, se protéger de celui qui mange tes cadavres, qui dévore morts tes vivants. De celui qui est loyal à 100%, ici, peut-être que la transposition est celui qui observe, qui respecte l'obéissance. Donc prendre soin, au sens se méfier, prendre garde même de ceux qui nous aiment, même des héros, une attention à l'héroïsme, à nos morts, à la République et à l'avenir. Donc il y a ici toute une image, des images qui des fois sont transposées littéralement, des fois sont un peu retravaillées par Giorgio Agamben. Un des problèmes face auxquels nous nous trouvons quand nous discutions de ce qui se passe est celui en quelque sorte du manichéisme, c'est-à-dire que d'emblée on essaie soit de se positionner, soit l'interlocuteur essaie de nous positionner, comme s'il s'agissait tout le temps d'une espèce de militantisme. Peut-être que la personne n'est pas obligée de se positionner d'entrée de jeu. Peut-être qu'on peut, quand on pense, quand on essaie de réfléchir, reculer en pas devant le jugement trop immédiat entre ceux qui assument une position bienveillante et ceux qui sont les méchants, une chose trop en noir et blanc. Ceci parce que les réflexions de Giorgio Agamben sont très polémiques, mais cela ne veut pas dire qu'elles soient, comme on dit, complotistes. Il ne s'agit pas de conspiration. Donc il faut écarter d'emblée cette lecture. Elle ne nous aide pas à arriver jusqu'à la pensée de Giorgio Agamben. Donc on peut essayer d'élaborer une critique rationnelle. Il y a une critique rationnelle possible des mesures d'urgence, y compris le vaccin et la vaccination, et cela n'implique pas une espèce d'idéologie complotiste, une espèce de délire paranoïaque de conspiration. Cela peut être le cas, mais ce n'est pas obligé. Donc pas tout le monde qui essaye de penser ce qui se passe est en train de le faire en glissant dans la pente complotiste. Giorgio Agamben n'est pas en train de le faire. Et une autre remarque importante peut-être est celle du conflit acharné entre gauche et droite. Ce n'est pas parce qu'Agamben dit quelque chose et quelqu'un à droite ou à l'extrême droite dit quelque chose de semblable que cela fait d'Agamben immédiatement quelqu'un de droite ou d'extrême droite. Donc non, il ne s'agit pas chez Agamben d'une pensée qui adhère à la droite ou à l'extrême droite. Donc il faut peut-être faire attention à ce genre d'interprétation un peu en hâte, qui n'arrive pas à saisir les enjeux
de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Quand quelqu'un dit quelque chose, on peut avoir, disons, une sympathie politique à gauche et rester critique. Donc on peut souscrire à des doctrines, à des idéologies de gauche et non pas de droite, et cependant dire des choses que peuvent être récupérées, même par la droite et l'extrême droite. Donc peut-être qu'on pourrait essayer de suspendre un classement trop immédiat de ce qui est dit. Il se pourrait aussi, par exemple, dans un sens inverse, non pas qu'Agamben est tourné à droite, disons comme ça, mais que les gens à droite aient tourné à gauche. Ça serait possible. Donc ce n'est pas une impossibilité logique. Une autre possibilité, c'est qu'il y ait des éléments communs. Aussi bizarre cela puisse paraître, il se peut que tant gauche que droite puissent parfois dire des choses qui ne sont pas complètement contradictoires. Donc, ce n'est pas parce que Giorgio Agamben reste critique envers ce qui se passe qu'il est en train d'adhérer à une forme de fascisme ou de complotisme. Donc, sans cette suspension-là, on ne va pas peut-être arriver à creuser ce qu'il dit. Bien sûr que ce qu'il dit peut être critiqué, mais pas n'importe comment. Peut-être quand les politiciens, et pas que les politiciens, parlent de solutions uniques, de ne pas avoir une autre alternative, que la seule solution est celle-ci ou celle-là, peut-être que cela, en politique, et pas qu'en politique, pourrait réveiller en nous un certain soupçon, un certain scepticisme au plus que cela. Donc, on essaie aussi de dire parfois des mots comme, on le disait déjà il y a quelques mois, peut-être qu'on le dit un petit peu moins maintenant, de corona sceptique, des choses comme ça. Donc il ne s'agit pas de scepticisme comme un recours qui s'applique à n'importe quelle mesure politique. Donc le scepticisme n'est pas nécessairement une antivaleur, une contre-valeur. On peut rester sceptique sans pour autant devenir des fascistes ou des paranoïaques. Il se peut qu'il y ait des cas de scepticisme qui dérivent dans le complotisme et dans la paranoïa. Ce n'est pas obligatoire. Donc, ce n'est pas, disons, la critique de la science, la critique de la politique n'est pas nécessairement une manière de sombrer dans l'obscurantisme. C'est peut-être une manière de ne pas céder au scientisme. Donc, ce n'est pas la pensée d'Agamben ces derniers mois, ces derniers une année et demie, plus ou moins 2 ans maintenant. Ce n'est pas un appel à l'obscurantisme du tout. Donc un de ces mots dont j'allais parler qui est assez inquiétant, c'est celui non pas seulement de scepticisme vis-à-vis de la pandémie, c'est aussi celui de négationnisme. Ce mot jusqu'à très récemment était utilisé surtout pour la Shoah et c'est un crime. Donc, quand on fait une transposition de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale vers aujourd'hui et où le négationnisme vis-à-vis de cet événement historique est un crime, la chose implique ce qu'en loi est une calomnie. Parce qu'accuser quelqu'un d'un crime qu'il ou elle n'a pas commis, c'est aussi un crime. Donc, le problème du vocabulaire, de la terminologie. Comment
quelles sont les proportions, les disproportions quand on compare ce qui se passe dans quel sens cela est ou pourrait être un négationnisme. Donc, et quel serait le contraire d'un négationnisme, un acceptationnisme. Donc les gens qui accusent Agamben d'être négationniste, ils sont quoi? Des acceptationnistes. Donc peut-être on pourrait suspendre un petit moment ce mot, réfléchir sur le vocabulaire, la terminologie qu'on est en train d'utiliser, d'où peut-être la valeur de lire de la poésie en ce moment, au sens où cela peut nous entraîner à une sollicitude envers le langage, à une richesse de rythme, de vocabulaire, de précision, peut-être. Donc, négationnisme jusqu'à présent était une chose, puis on a commencé à l'utiliser pour d'autres événements que celui de la Shoah, comme par exemple le génocide des Kurdes par les Turcs, puis aussi par rapport à des questions de colonialisme et d'esclavage, et par exemple dans les Amériques par rapport aux populations amérindiennes. Donc le terme négationnisme s'est répandu, mais quand on l'utilise, peut-être qu'il faut rester attentif aux similitudes et aux différences. Et si l'on l'applique à Agamben, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, il est peut-être même triste de devoir passer, je ne sais pas si c'est obligatoire, mais bon, de devoir passer par ces réserves, par ces prudences, comme par exemple quand on parle avec quelqu'un des États-Unis ou quelqu'un du Brésil. Maintenant, avec les États-Unis, cela est un peu changé, mais il y a quelques mois, quand on parlait avec quelqu'un aux États-Unis ou quelqu'un américain, en quelque sorte, la personne pourrait se sentir immédiatement dans l'obligation de dire je n'ai pas voté pour Trump, ou alors au Brésil, quand on parle avec quelqu'un du Brésil, la personne sentir qu'elle est dans l'obligation immédiate de ne pas être confondue avec quelqu'un qui soutient Bolsonaro. Donc, pourquoi? Parce que cela fait que la discussion, maintenant ça on peut changer, au sens noble peut-être s'il y en a un, de discussion, de dialogue, qui a toujours en même temps quelque chose d'agonique, conflictuel. Mais aux États-Unis, au Brésil, il y a quelques mois aux États-Unis, c'était presque impossible en vérité de parler avec l'autre champ. Ou au Brésil, c'était presque impossible il est encore presque impossible de dialoguer, de faire dialoguer, si on soutient Lula ou un autre, dialoguer avec quelqu'un qui soutient Bolsonaro ou une autre personne. Du coup, ça cristallise le bien et le mal dans le champ de le rival, l'adversaire, et on entre dans une logique, disons, même si on n'est pas des lecteurs de Carl Schmitt ou des personnes qui corroborent tout ce qu'il dit, on entre dans une logique d'amis-ennemis et de territoire. Peut-être qu'il n'y a pas de politique sans cette logique-là, mais en tout cas, quand on discute, peut-être pendant un moment, on pourrait suspendre. Essayer, c'est un effort. C'est pas qu'on arrive nécessairement à le faire, mais essayer de le faire un petit peu. Donc, ceci dit, on pourrait revenir un petit peu sur le poème de Giorgio Agamben.
Donc il n'y a pas les personnes qui soutiennent le vaccin et la vaccination, qui sont les bonnes personnes, et les personnes qui sont critiques envers ce qui se passe, qui seraient les méchants. Donc, essayons de ne pas tomber dans ce piège. Ce n'est pas dans... On a ici les bons et ici les méchants. Peut-être que l'exercice de penser et notre vie en général, pas seulement quand on pense, est un peu plus complexe que cela. Donc, méfie-toi, Italie, d'Italie elle-même. Ceci est déjà une mise en garde qui ne, contre des interprétations, disons, patriotiques, pour ne pas dire nationalistes, de Giorgio Agamben. Donc non, Giorgio Agamben n'est pas en train de tourner à droite, virer à droite ou à l'extrême droite. Et on peut le voir, même si c'est seulement un petit verre, dans cette méfiance. Italie, Italie, Italie. Attention, qu'est-ce qui se passe ici? Donc il ne s'agit pas d'une adhésion à un pays avec ses frontières. Ce n'est pas cela que Giorgio Agamben est en train de faire. Il n'est pas en train de critiquer ce qui se passe au nom d'une espèce de nationalisme ou d'un patriotisme de droite ou d'extrême droite. Ce n'est pas ce qu'il fait. Et on a ici une petite indication, même si c'est poétique, même si ce n'est pas un argument qui essaie de déduire des choses. Méfie-toi, Italie, de ta propre Italie. Une possibilité d'interprétation est celle de attention au nationalisme, au patriotisme. Méfie-toi de la croix sans le Christ. La croix sans le Christ est, disons, seulement un supplice. Il a le martyre sans la rédemption. Donc une croix sans le Christ est seulement une manière de torturer quelqu'un, toute une population peut-être, tout un peuple, sans une promesse de salut. Donc on voit ici qu'en quelque sorte, dans cette image poétique, on voit une image de torture. Un homme sur la croix sans qu'il puisse être un sauveur. Une petite remarque, cela n'est pas une apologie du christianisme. Bien entendu, ce n'est pas une déclaration de foi. C'est une image poétique. Et donc, il ne s'agit pas d'une adhésion, d'un appel prosélytiste à la conversion. Ce n'est pas cela. Essayons de voir l'image non pas comme une invitation au christianisme. Je ne crois pas que ce soit cela. Dans un des textes dans une publication récente, la casa brucia, la maison brûle, la maison est en flammes, la maison prend feu. Je ne suis pas sûr que ça soit traduit en français. Donc, la maison est en train de brûler, il y a un incendie à la maison. Dans ce texte, où l'on voit un changement de style de la part d'Agamben, donc à nouveau la question revient, qu'est-ce que style en philosophie? Qu'est-ce que c'est la manière d'exposition, la manière de présentation du discours philosophique? Ici, dans ces textes, on voit clairement un changement de style, une espèce de dépouillement de l'érudition dans ce texte. Quando la casa brucia, quand la maison brûle, quand la maison prend feu. Et on pourrait essayer de mettre en rapport ces textes avec le poème, dans la mesure où le poème lui-même est un exercice de style de la part d'un penseur. Et du coup, non seulement il faut écarter d'emblée les lectures nationalistes ou de droite d'Agamben, mais aussi
celles qui veulent faire de lui une espèce d'apologète du libéralisme ou du néolibéralisme. Donc, il ne s'agit pas de cela. Pour nous, écrit Agamben, tout seul, il ne peut pas y avoir de salut. Il y a salut parce qu'il y a les autres. Donc, la critique d'Agamben ne fait pas appel à l'individu en tant qu'individu. Il ne s'agit pas d'un individualisme néolibéral. Donc, l'interprétation d'Agamben comme une espèce de apologète plus ou moins caché du néolibéralisme est, disons, rate la cible, ne touche pas le mille. Donc pour nous, tout seul, il n'y a pas de salut. Il y a de salut seulement parce qu'il y a les autres. Et cela non pas pour des raisons morales, parce que je devrais agir pour leur bien. Seulement parce qu'il y a les autres, il y a de salut. Je peux me sauver tout seul comme un parmi tant d'autres, comme un autre parmi des autres. Tout seul, et celle-ci est la vérité singulière de la solitude, je n'ai pas besoin de salut. Plutôt, je suis, à proprement parler, insalvable, insalvabile, je ne sais pas si ça se dit en français, je suis à proprement parler sans salut. Donc, la vérité particulière, spéciale de la solitude, tout seul, je suis sans salut, je n'ai pas de salut. Là, le salut, est la dimension qui s'ouvre parce que je ne suis pas seul, parce qu'il y a pluralité et multitude. Donc la pensée d'Agamben n'est pas une pensée d'une singularité solipsiste et isolée en elle-même, une espèce de Stirner du néolibéralisme. Non. Dieu, en s'incarnant, a cessé d'être unique. Il est devenu un homme parmi tant d'autres hommes. Pour cela, pour cette raison, le christianisme a dû se legarsi, se léguer au sens se livrer à l'histoire et en suivre fino in fondo, de bout en comble, le destin de l'histoire. Et quand l'histoire, comme cela paraît arriver aujourd'hui, s'éteint et entre en déclin, alors le christianisme aussi se rapproche de son crépuscule. Sa contradiction sans résolution est celle de chercher dans l'histoire et à travers l'histoire un salut au-delà de l'histoire. Donc, la contradiction sans résolution du christianisme, chercher dans l'histoire, à travers l'histoire, un salut au-delà de l'histoire, et lorsque celle-ci sera finie. Le terrain lui fait faillite, disparaît sous ses pieds. L'Église était en réalité solidaire, non pas du salut, mais de l'histoire du salut. Et puisqu'elle cherchait le salut à travers l'histoire, ne pouvait que finir
dans la santé. Et lorsque le moment est venu, elle, l'Église, n'a pas hésité à sacrifier le salut à la santé. Donc, peut-être qu'une croix sans Christ est une santé sans salut. La racine est la même, salus. Donc la racine est la même de santé et de salut. Et il y a une réflexion presque théologique. Une croix sans un Christ est une espèce d'aboutissement d'une certaine forme de christianisme où sans la valeur du salut, on n'a que la valeur de la santé. Donc il y aurait quelque sorte comme une sécularisation du christianisme, même dans ce qui se passe actuellement, peut-être. Méfie-toi du marteau sans la faucille. D'où qu'il est peut-être une critique à gauche de George Agamben en ne pas voulant reconnaître Agamben comme un homme de gauche. Donc le marteau sans la faucille, donc c'est ce symbole qui apparaissait dans le drapeau de l'URSS. Le symbole disons qui défend, le symbole de qui voudrait vous représenter les travailleurs. Et du coup, une des critiques d'Agamben, c'est d'où le malaise de le reconnaître comme quelqu'un de gauche, c'est qu'il, tout en restant peut-être proche de la gauche, au-delà de la gauche, vers l'anarchie, je ne sais pas, n'est pas moins critique de la gauche, surtout dans une certaine idolâtrie de valorisation du travail et de la production. La gauche a peut-être fait fausse route en survalorisant le travail et la production. Peut-être c'est pour cela un des malaises à gauche avec le Giorgio Agamben. Donc, marteau sans faucille, qu'est-ce que c'est que ce symbole de la faucille qui disparaît? Ce serait quoi? Le marteau seulement pour donner des coups de marteau? La faucille pourrait peut-être apparaître comme un symbole de la mort, je ne sais pas. Donc il y a en tout cas une espèce de désintégration des symboles, un symbole qui est cassé. Il y a ici un marteau sans une faucille, une désymbolisation. Et cela donc une nostalgie pour le communisme léninien, point d'interrogation, je ne crois pas. Que Agamben soit nostalgique. D'ailleurs, sa lecture n'est pas de droite ni d'extrême droite de ce qui se passe. Et elle n'est pas réactionnaire. Cela est important. Un argument possible, c'est que le réactionnaire, en quelque sorte, est un nostalgique. Il voudrait une restauration. Il voudrait revenir en arrière. D'ailleurs, peut-être qu'il est bon de penser cela. Donc il ne s'agit pas de revenir à un communisme léninien, ni non plus une espèce de moment réactionnaire de la part d'Agamben qui aurait adhéré au credo libéral ou néolibéral. Dans un texte du 23 novembre 2020, sul tempo che viene, sur le temps qui vient, sur le temps qui arrive, il écrit ceci. Nous ne regrettons pas ce monde qui est en train de finir. Nous n'avons aucune nostalgie envers l'idée de l'homme, de l'humain, pardon. Nous n'avons aucune nostalgie envers l'idée de l'humain et du divin que les vagues implacables du temps sont en train d'effacer comme un visage de sable sur le rivage de l'histoire. Mais, avec tout autant de résolution, nous refusons la vie nue, muette, sans visage, ainsi que la religion de la santé
que les gouvernements nous proposent. Nous n'attendons ni un nouveau Dieu, ni un nouvel homme. Nous cherchons plutôt, ici et maintenant, parmi les ruines qui nous entourent, une forme de vie plus simple, humble, laquelle n'est pas un mirage, parce que nous en avons mémoire et expérience, même si à l'intérieur et dehors nous, des puissances hostiles la repoussent toujours, tout le temps, vers l'oubli. Donc, peut-être qu'il faut aussi signaler qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui serait, disons, pessimiste, ou notre lecture qui est faite et qui ne touche pas la cible. Agamben serait une espèce de pessimiste et que pleurerait le déclin de nos sociétés bourgeoises. Non, il n'est pas en train de regretter ce déclin. Il n'a aucune nostalgie, comme elle dit, ni vers l'idée d'humain, ni de divin qui est en train d'être balayé, effacé. Donc, méfie-toi du voisin sans visage. Méfie-toi du bourreau avec le masque. Donc, le voisin sans visage n'est peut-être pas un voisin, n'est pas un proche, n'est pas reconnu comme un semblable. Dans la mesure où le visage est l'élément humain par excellence, même quand cela n'est pas strictement seulement physionomique, mais ça l'est aussi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une société qui se cache le visage? C'est qu'il y a un problème constitutionnel de suspension de la Constitution dans la mesure où il a des interdictions d'être dans l'espace public avec le visage couvert. Maintenant, il a des décrets pour couvrir le visage, donc on reste dans une espèce de frontière anticonstitutionnelle presque, ou presque ou non, des fois anticonstitutionnelle. Et en même temps, on ne sait pas qui est le tyran parfois. Une espèce de système où l'imputabilité est cachée. C'est peut-être pour cela que les gens pourraient penser qu'il est paranoïaque, peut-être. En tout cas, il est difficile de pointer vers l'imputabilité si les politiciens eux-mêmes, en tant que tyrans, cachent leur visage. Il écrit dans la maison prend feu. Le visage est la chose la plus humaine. L'homme a un visage, non pas simplement un museau, une face, parce qu'il reste dans l'ouvert. Il demeure dans l'ouvert. Parce que dans son visage, il s'expose et communique. Pour cela, le visage est le lieu de la politique. Notre temps en politique, un politique, ou apolitique, il écrit in politico, et notre temps impolitique, non politique, ne veut pas voir son propre visage. Il le tient à distance, il le masque, il le couvre. Il ne doit plus y avoir de visage, mais seulement des numéros, des chiffres. Le tyran aussi n'a pas de visage. Donc une autre accusation qui a été faite parfois
Agamben, ensemble avec Massimo Cacciari, c'est d'assumer des positions qui seraient presque apolitiques. Non, Massimo Cacciari et Giorgio Agamben ne sont pas, disons, Thomas Mann dans sa première position par rapport à la guerre. Donc il ne s'agit pas d'une pensée apolitique ou non politique, il s'agit d'une pensée précisément qui critique les mesures dites politiques en tant que suspension, pour ne pas dire abolition de la politique. Donc ces mesures dites politiques, qui sont des mesures d'urgence, en tant que mesures d'urgence, sont des mesures d'exception, et en tant que telles, annulent la politique, ou du moins la suspendent, peut-être que l'abolissent. Donc l'autre lecture qui rate la cible est celle d'un Giorgio Agamben apolitique ou impolitique ou non politique, le même par rapport à Massimo Cacciari, deux des plus grands penseurs vivants. Donc attention aux lectures impolitiques ou apolitiques ou non politiques de ces deux penseurs, elles ne touchent pas du tout le problème. Le visage est le lieu, donc, selon Agamben, de la politique. Peut-être que le visage n'est pas seulement le lieu de la politique, mais aussi quelque chose qui précède, traverse et dépasse la politique et le calcul nécessaire à l'intérieur de la politique. Peut-être que le visage, comme Giorgio Agamben dit, est la vraie polis, la vraie ville au sens politique, la vraie cité, le vrai état de l'homme. Mais peut-être que dans le visage humain, Giorgio Agamben ne le dit pas, mais nous pouvons poursuivre dans cette ligne de pensée, peut-être que le visage, en même temps, en tant que lieu de la politique, excède la politique, ou précède. Peut-être que l'appel qu'il y a dans le visage ne se réduit pas à notre animalité politique. Méfie-toi donc, dit-il, écrit-il dans le poème, du bourreau avec le masque. Ce n'est pas seulement que notre vie est devenue esthétiquement laide, c'est que la chose est moralement et politiquement inquiétante. Méfie-toi de qui brûle ton cadavre. Donc, si on brûle le cadavre, cela a des implications par rapport, par exemple, à la matrice biblique de nos croyances en Occident, même si ces croyances n'étaient peut-être déjà plus en vigueur pour la plupart de nous. Brûler le cadavre implique un changement civilisationnel dans la mesure où cela est hérétique, par exemple, par rapport à la croyance à la résurrection du corps. Mais cela indique aussi peut-être une relation différente au cadavre, et du coup une relation différente à la mort, avec la mort, et du coup, par conséquent, une relation aussi différente à la vie. Donc, ce qu'on fait avec notre cadavre, d'abord c'est une image poétique, on ne peut pas se préoccuper de ce qu'on fait avec notre cadavre parce qu'on sera déjà mort. Mais avec sa condensation poétique, cela peut-être pointe vers une mutation civilisationnelle dans la mesure où une civilisation ou une culture est marquée par sa relation avec la mort et les morts. Et du coup, les dépouilles, les restes mortels de quelqu'un. Donc, peut-être que la panique qui a été vécue, que parfois est revécue, va ressurgir, a aussi à voir avec le vide représentatif. Un cadavre brûlé devient seulement des cendres. Donc, attention aux cendres. Je ne sais pas quelle cendre avait-il à l'esprit au moment de l'écriture de ces vers, mais une des richesses du poème, c'est celle-là des images
qui appelle une interprétation peut-être sans fin, je ne sais pas. Donc si les personnes, certaines personnes du moins, ont eu non seulement peur, mais aussi de l'angoisse, mais aussi même de la panique, cela a peut-être à voir avec quelque chose qui était déjà là avant la pandémie, quoi une évacuation des cadavres, c'est-à-dire une déchirure dans le rapport des générations, c'est-à-dire nous n'assistons plus ni à la naissance ni à la mort. Disons l'enfance, la naissance va dans un endroit, la vieillesse va dans un autre, les fous dans un autre. En quelque sorte, il y avait déjà une espèce de compartimentalisation, je ne sais pas si ça peut se dire, mais vous voyez l'idée de rangement, de classement, de division du travail appliquée aussi à la mort et à la vie, à la naissance et au mourir. Donc s'il y a panique, c'est peut-être qu'il a eu des personnes âgées, des vieux, des vieilles, rejetées vers des maisons de retraite et des naissances rejetées vers les maternités. Et en quelque sorte, nous pouvons arriver en Occident à un âge adulte sans avoir jamais été en présence ni de la naissance ni du mourir. Cela fait quelque chose à notre rapport à la vie et à comment vivre. Méfie-toi de la quarantaine sans la peste. Ici, les gens pourraient penser, voici la paranoïa agambénienne pour dire qu'il n'y a pas de peste. Mais il ajoute en deuxième vers, méfie-toi aussi de la peste sans la quarantaine. Donc les deux choses. La quarantaine pourrait ici être aussi un des autres noms de confinement et donc de suspension de l'état de droit. Ce qui arrive est assez inquiétant juridiquement. Pourquoi ? Parmi d'autres raisons, parce que la suspension de l'état de droit pourrait être légitime jusqu'à récemment dans la mesure où l'état de droit lui-même était en cause, était en danger. Donc, face à la menace de l'état de droit, une ressource extrême pour protéger l'état de droit était la suspension de l'état de droit et faire des choses, par exemple policières, militaires, pas permises par la Constitution. Du coup, il y aurait une certaine légitimité discutable, mais une certaine légitimité, dans certains cas, à suspendre l'état de droit. Or, il n'y a pas de justification au moment actuel, dans la mesure où, aussi bizarre que cela puisse paraître, cela puisse sonner, cette pandémie n'était pas une menace à l'état de droit. Du coup, cette suspension est injustifiée dans la mesure où il n'y avait pas une menace d'une autre puissance, par exemple, qui aurait voulu envahir la France ou un autre pays. Donc, quels étaient les critères, quels étaient jusqu'à il y a 2 ans, les critères qu'on trouvait justifiés, fondés, raisonnés pour la suspension de l'état de droit et qu'est-il arrivé, que se passe-t-il, que s'est-il passé, même si déjà avant, bien sûr, il y avait une espèce d'état d'exception permanent, même si Walter Benjamin l'avait déjà pensé, et George Agamben, entre autres, est lecteur de Walter Benjamin, donc il avait déjà un recours à l'exception comme un recours permanent. Cela n'est pas arrivé pour la première fois il y a 2 ans. Mais est-ce que la manière de le justifier est la même ?
Est-ce qu'on l'avait jamais justifié par des raisons de santé? Point d'interrogation. Méfie-toi de qui te sépare de tes jours. Donc, nous sommes peut-être séparés de nos jours. Nous sommes dans l'impossibilité de reconnaître les droits à notre jour, de faire justice à notre jour. Peut-être que une des perturbations que nous connaissons, c'est le jour et la nuit, mais aussi nos rythmes, nos habitudes. Donc méfie-toi de qui te sépare de tes jours. Peut-être est une mise en garde concernant les changements d'habitudes qui sont en train d'avoir lieu. Quelles sont les habitudes que nous sommes en train de perdre? Quelles sont les habitudes que nous sommes en train de recréer, si tant est que nous sommes capables de réinventer les rythmes de notre vie. Donc une des grandes perturbations qui est arrivée dans ces derniers mois, dans ces 2 ans, est la perturbation de notre rythme de vie. Méfie-toi du crâne sans les tibias, méfie-toi des tibias sans le crâne. À nouveau, une dissolution des symboles. Ce crâne et les tibias qui apparaissaient, je ne sais pas si beaucoup d'endroits cela apparaît encore, à l'entrée des cimetières, donc qui marque la possibilité d'enterrement, d'être enterré, donc une marque, un avis, je sais pas, une alerte de mort, mais aussi de possibilité d'être enterré. Donc si on sépare ce symbole, il y a à nouveau une dissolution du symbole, qui est aussi une dissolution de notre vie ritualistique. En quelque sorte, une des marques de l'Occident est la perte des symboles et des rituels. Et qu'est-ce que cela fait en culture? Si l'homme est un animal symbolique, si l'homme en tant qu'animal symbolique perd ses symboles, s'il n'arrive plus à pratiquer ses rituels, alors il perd son humanité. Il y a une dissolution de la culture qui va de pair avec la perte de l'univers symbolique ritualistique. Donc, attention au marteau sans faucille, attention au crâne sans tibia. Peut-être qu'ici, Giorgio Agamben pointe vers le problème de dissolution des symboles, qui sont des dissolutions des repères et des orientations dans la vie. Le crâne et les tibias aussi, ça apparaît sur les produits chimiques, des poisons. Donc si sur des bouteilles de poison, par exemple, il n'apparaît plus le sceau de sa létalité, alors en quelque sorte on peut prendre des produits chimiques comme s'ils étaient des antidotes, lorsqu'ils sont en vérité des poisons. Donc en quelque sorte, un crâne sans tibia, tibia sans crâne, c'est une dissolution d'un symbole qui annonce l'entrée dans ces cimetières et donc l'impossibilité d'enterrer nos morts, mais aussi en quelque sorte une dissolution des alertes par rapport à ce qui nous empoisonne. Disons, vendre des produits sans le sceau de leur létalité, et en quelque sorte, c'est équivalent à nous empoisonner. Donc cette image de crâne sans tibia, tibia sans crâne, peut être lue comme une image d'un commerce de produits mortels qui ne viennent pas avec le sceau de leur danger. Peut-être. À nouveau, la richesse des images poétiques ne nous permet pas une lecture peut-être finale. Dans la maison qui brûle,
de manière presque, pour un moment, ironique. George Agamben parle aussi du squelette, donc cette histoire de l'os, des os, deux lignes très énigmatiques. Le visage est en Dieu, mais les os sont athées. Au dehors, à l'extérieur, tout nous pousse vers Dieu. Dedans, à l'intérieur, l'athéisme entêté, moqueur, railleur du squelette. Donc, peut-être que le squelette est une mise à l'épreuve de ce qui nous mène vers Dieu. Et si en plus on dissout ce symbole, peut-être, je ne sais pas. Puis il y a « Méfie-toi de qui compte tes morts ». Nous sommes constamment bombardés de statistiques. Combien de morts, combien de malades, combien d'infectés, etc. Non pas qu'on puisse avoir de l'être humain sans le calcul, ratio est un calcul, est une proportion d'équivalence, donc désolé pour les mauvais lecteurs de Heidegger, il n'a pas de vie humaine sans pensée calculatrice, il n'a pas de politique sans calcul, mais notre vie ne peut pas être simplement abandonnée, livrée au compte, au calcul. Méfie-toi de qui compte tes morts, parce qu'en quelque sorte, c'est répandre des chiffres sans arriver à nous donner des clés pour les interpréter. Les chiffres, par eux-mêmes, ne parlent pas. La statistique, par elle-même, contient déjà un élément d'interprétation, contient déjà des jugements de valeur, mais en même temps, si on présente seulement un pourcentage, ceci ou cela, sans mettre des chiffres en rapport avec d'autres chiffres et avec des critères qui ne sont pas simplement des méthodes statistiques, alors on ne saura pas lire le sens, on ne saura pas lire ce qui arrive. Donc, l'image de César Vallejo est encore plus forte. Méfie-toi de qui mange mort et vivant. C'est de qui mange tes cadavres. Donc il y a une espèce de cannibalisme nécrophilique, je ne sais pas comment le dire, comme si nos morts mouraient deux fois. Non seulement ils sont morts, ce qui est déjà perturbant, mais en plus ils deviennent des chiffres et non pas des histoires qu'on se raconte. Donc qui compte nos morts est en train de répandre par la statistique, la panique, la terreur. Non pas qu'on ne devrait pas les compter. Donc il ne s'agit pas d'un obscurantisme, mais de ne pas penser que le sens de notre vie est un sens mathématique. Ce n'est pas le cas. Dans les textes de La maison qui brûle, la maison est en train de prendre feu, George Agamben écrit « L'homme aujourd'hui disparaît, est en train de disparaître, comme un visage de sable effacé sur le rivage. Mais ce qui prend sa place, cela n'a plus un monde. Cela est seulement une vie nue, muette, sans histoire, à la merci des calculs, des pouvoirs et de la science. » Peut-être que c'est seulement à partir de cette destruction
que quelque chose d'autre pourra un jour, lentement ou soudainement, apparaître, non pas en Dieu certainement, ni moins encore en notre homme. Un nouveau animal peut-être, une âme vivante autrement. Donc, comment vivre autrement? Quelles sont les possibilités après la dévastation, la destruction, les possibilités de surgissement d'une différence qui n'est pas un nouveau Dieu? Méfie-toi, Italie, de tes nouveaux puissants. On a presque immédiatement envie de exercer des variations sur ces mots. Méfie-toi, Italie, non pas seulement de tes nouveaux puissants, mais de tes vieux impuissants. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, l'obligation de vaccination des enfants et des adolescents? Jusqu'à récemment, l'Organisation mondiale de la santé le déconseillait. D'ailleurs, le comité CCNE, Comité national, Comité consultatif national d'éthique. Non seulement la OMG, l'Organisation mondiale de la santé, déconseillait la vaccination pour les enfants et les adolescents, mais aussi le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, aussi l'a déconseillé. Donc, si ces organisations, ces associations, ces comités, commissions le déconseillent, quels seraient alors les arguments pour le faire? Il faudrait le justifier. Est-ce que c'est une manière que les personnes plus âgées qui détiennent le pouvoir ont de se protéger en sacrifiant des enfants et des adolescents? Quel est l'argument possible? Le CCNE, c'est inscrit dans son nom, c'est comme comité consultatif, non pas contraignant. Donc, il y a un comité qui est consultatif, n'est pas contraignant. Mais cela ne veut pas dire que les politiciens puissent consulter des comités et puis prendre des décisions avant les avis des comités ou prendre des décisions contraires à l'avis du comité sans se justifier. C'est ça qui est inquiétant, une des choses qui est inquiétante. Jusqu'à récemment, ce n'est pas les enfants qui avaient à se sacrifier par des vieux. C'était les vieux qui avaient à se sacrifier par des enfants. Donc, cette argumentation de faire vacciner au nom de l'autre pourrait avoir du sens si la vaccination protégeait la propagation du virus. Or, la vaccination protège des maladies plus graves et de la mort. Donc, ce qu'on voit pour l'instant, c'est que les chiffres en ce qui concerne les personnes vaccinées de développement de formes graves de maladies et de décès baissent. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Même cela peut changer, pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Mais on ne voit pas que le vaccin est tentant de stopper l'épidémie. Donc le vaccin n'est pas une ressource à l'état où nous en sommes de vaccination et de vaccins. Peut-être ça changera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un moyen de protéger l'autre, un moyen de se protéger à soi-même. Donc si je suis vacciné, je protège mon corps, développer des maladies graves jusqu'à peut-être pouvoir en mourir. Mais je ne protège pas de passer le virus à mon grand-père, ma grand-mère. Donc, la vaccination des enfants
n'est pas justifié pour l'instant, étant donné les données, les résultats scientifiques auxquels nous pouvons arriver pour l'instant. Cela ne sert pas de fondement de justification à des décisions qui sont proprement politiques et non pas médicales. Donc, qui sont ces nouveaux puissants? Qu'est-ce qu'ils font pour rester en place? Ces nouveaux puissants sont peut-être déjà des vieux puissants. Peut-être que ces puissances ne sont pas seulement nouvelles. Je ne sais pas. Dans les textes qui apparaissent dans La maison brûle, la maison est en train de brûler, la maison prend feu, Agamben écrit une civilisation, il met entre tiré une barbarie, une civilisation, une barbarie, plonge sombre, une civilisation, une barbarie sombre pour ne plus se relever. Cela est déjà arrivé et les historiens ont l'habitude de le signaler et de dater les discontinuités et les naufrages. Mais comment témoigner d'un monde qui se ruine, les yeux bandés et le visage recouvert? Comment témoigner d'une république qui s'écroule dans l'abjection et dans la peur, sans aucune lucidité ni fierté? L'aveuglement, la cécité est d'autant plus désespérée que les naufragés eux-mêmes prétendent de gouverner leur propre naufrage. Ils jurent que tout peut être tenu techniquement sous contrôle, qu'il n'y a besoin, qu'il ne faut pas, qu'on n'en a pas besoin ni d'un nouveau Dieu, ni d'un nouveau ciel. On a besoin seulement d'interdiction des experts et des médecins. Que serait-il? Qu'est-ce que serait un Dieu auquel on ne s'adresse plus, auquel on n'adresse plus ni nos prières, ni des sacrifices? Et qu'est-ce que serait une loi? Que serait une loi qui ne connaît pas ni de commandement, d'ordre, ni d'exécution? Et qu'est-ce que serait une parole alors qui ne signifie plus rien ni ne commande? Une culture qui ressent qu'elle est à la fin, qu'elle n'a plus de vie. Elle cherche à gouverner coûte que coûte la ruine à travers un état d'exception permanent. La mobilisation totale dans laquelle Jung voyait le caractère essentiel de notre temps doit être vue à travers cette perspective-là. Les hommes doivent être mobilisés, ils doivent ressentir à chaque instant qu'ils sont dans une condition d'urgence, régulée, dans ces détails les plus petits, par qui a le pouvoir de la décider.
Mais tandis que la mobilisation avait, par le passé, le but de rapprocher les hommes, maintenant, elle vise à les isoler, à les mettre à distance les uns des autres. Voilà les nouveaux puissants ou les vieux puissants qui sont au pouvoir. Méfie-toi de qui respecte l'obéissance, de qui observe l'obéissance. Donc, qui est celui, celle-là qui respecte, qui observe l'obéissance, qui obéit. Vallejo disait, c'était où? Cuídate del leal 100%. Méfie-toi, prends garde, méfie-toi de celui qui est loyal à 100%. Ici, méfie-toi de qui observe l'obéissance, de qui respecte l'obéissance. Donc à qui, à quoi obéit-on maintenant? Qui est en train de dicter l'ordre? Qui est en train de dicter les commandements? Et pourquoi obéir? Quelle est la justification de l'obéissance à ce qui nous est dicté? Méfie-toi donc, Italie, de l'Italie elle-même. Ça revient à la fin. Donc, on peut à nouveau, pour finir, nous poser la question de ce rapport entre poésie et pensée. Donc la parole poétique ici est peut-être plus percutante. Peut-être qu'elle touche quelque chose qu'autrement on ne pourrait pas toucher et réveiller. Donc en quelque sorte, le poème a une capacité virale plus intense peut-être. En parlant de poésie, de philosophie, dans les textes de Quando la casa brucia, quand la maison prend feu, il dit, Gamben dit que la poésie, la parole, est la seule chose qui nous est restée de quand nous ne savions pas encore parler. Un chant obscur à l'intérieur de la langue, un dialecte ou un idiome, une langue que nous n'arrivons pas à comprendre pleinement, mais que nous pouvons pas faire autrement que de l'écouter, l'entendre, l'écouter. Même si la maison est en train de prendre feu. Mais y a-t-il une langue de la philosophie? Agamben pose la question. Come c'è una lingua della poesia. De la même manière qu'il y a une langue de la poésie, quelle est alors cette langue de la philosophie? Et quelle est cette langue de la poésie? Telle que la poésie, comme la poésie, la philosophie reste, demeure entièrement dans le langage. Et seulement la façon, la manière de cette demeure, de cette façon de rester, distingue la philosophie de la poésie. Donc, quelle est la manière de rester dans cette demeure qui est la langue ou qui est le langage, qui a la poésie et qui a la philosophie? La philosophie, langue morte. Peut-être elle n'est pas une langue morte mais un dialecte.
que philosophie et poésie parlent en une langue qui est plus et qui est moins qu'une langue, qui est plus et moins que la langue, cela donne la mesure de leur rang, de leur particulière vitalité. Quand pensée et langage se séparent, on croit pouvoir parler en oubliant que l'on est en train de parler. Poésie et philosophie, pendant qu'elles disent quelque chose, elles n'oublient pas qu'elles sont en train de le dire. Elles rappellent le langage. Si l'on se rappelle du langage, si nous n'oublions pas que nous pouvons parler, alors nous sommes plus libres. Nous ne sommes pas contraints aux choses et aux règles. Le langage n'est pas un instrument, il est notre visage, l'ouvert où nous sommes. Donc, a che punto siamo? Où sommes-nous? Peut-être que le poème est une manière de résister à l'instrumentalisation rhétorique, poétique, journalistique du langage, et que la poésie aussi, autant comme la philosophie, peut-être qu'elles peuvent être notre visage, l'ouvert dans lequel nous sommes.